La théorie du genre ou le nouvel ordre sexuel républicain. Que ce soit en Russie, en France ou ailleurs, la rentrée des classes a une fois de plus rapproché les générations, laissant vaquer les aînés à leur douce nostalgie des années insouciantes et faisant regretter aux plus jeunes ces grandes vacances qui passent toujours trop vite. Une collègue russe était tout émue d'avoir vu sa petite fille qui vient d'entrer en CP, accueillie par des vétérans de la Grande Guerre, le grand rassemblement ayant été suivi par ce qu'on appelle en Russie un cours de patriotisme. En somme, une rentrée tout à fait classique où l'on voit des gamins en uniforme, bien élégants, bien souriants et des fleurs à foison. Eh bien maintenant, chers auditeurs, les rentrées françaises, bien sûr, ont elles aussi leur charme, leur couleur très vive et, dès cette année, leur nouveau goût de mixité. Non, bien sûr, je n'entends pas par là la mixité des écoles que j'ai toujours applaudi, cela va de soi. Par mixité, nous entendons aujourd'hui, fondamentalement, la confusion anthropologique des catégories du genre qui fait que toute identité sexuelle est a priori discutable. Telle petite fille ramène en classe sa poupée et se montre toute fière de porter un magnifique serre-tête surplombé d'une rose. Cette pauvre enfant ignore en fait qu'elle est la victime innée d'un modèle patriarcal répressif qui lui a inculqué ce goût essentiellement culturel, donc en partie contre nature, des poupées ou des serre-têtes. Certes, la culture est une deuxième nature, ça on le sait depuis voilà 300 ans, voire plus, mais il s'agit bien de traiter les préférences de la petite sous un angle préférentiellement et surtout partiellement culturel, donc relativement artificiel. Imaginons à présent un petit garçon qui persiste à vouloir jouer à la dinette en essayant en cachette les robes ou les escarpins de maman. Non, il ne fait pas le pitre. Une simple observation pédagogique, t'es un garçon, t'es pas une fille, tiens-toi à carreau, s'avère insuffisante, puisque en réalité, il désire ressembler à maman en tout point. Il s'agit pour lui d'un besoin vital. L'identification père-fils, le père, précisons-le, étant en l'occurrence présent, eh bien cette identification a échoué. Eh bien, que feriez-vous, chers auditeurs? Ce qui concerne au risque de paraître intolérante, j'aurais conseillé aux parents du petit un bon pédopsychologue susceptible de leur donner quelques édifiants conseils en matière d'éducation. Or, dès aujourd'hui, ma volonté de consulter une personne compétente avoisinerait presque le crime. Mais comment donc je viole le droit de ce garçon à s'identifier, donc à se former en tant que fille? Mais comment donc je fais montre d'homophobie, préventive en ce cas, puisqu'il n'est pas dit que ce gamin, une fois pubère, n'optera pas pour des relations de type homo, au sein desquelles, pourquoi pas, elle adoptera l'attitude passive. Je dois, par conséquent, si on pousse le raisonnement à plus loin, abdiquer en tant que parent dans mon rôle d'éducateur, abandonnant l'enfant de cette façon-là qui m'est confié à ces représentations déformées sans oser les dénoncer comme telles. Je dois aussi, par conséquent, restant dans la logique du dit raisonnement, en déduire que la maternité ou la paternité ne sont rien moins que l'obscur résultat d'un conditionnement social détestable, m'insurgeant automatiquement contre leurs aspects injustes. Pourquoi enfanter si je peux, par exemple, m'en dispenser, au même titre que les hommes qui sont physiologiquement privés de cette faculté? Pourquoi irais-je faire l'amour à une femme si la possibilité de louer un ventre féminin m'est grande ouverte? C'est précisément de cette façon que la problématique de l'adoption de la PMA étant la procréation médicalement assistée, et de la GPA étant la gestation médicalement assistée. C'est ainsi que cette problématique secoue de plus en plus intensément les milieux médicaux. Il existe deux fondements assez pratiques dont on projette d'empoisonner nos enfants. Primo, le fondement consumériste, ce dernier ayant deux volets, c'est-à-dire le volet capitaliste débridé, car consommer les ventres d'autrui, par exemple, revient à consommer n'importe quel autre produit du moment qu'il est reconnu comme commercialisable. Le volet moral, si je puis me permettre, car il y a une tentative certaine, via les PMA, les GMA, de mécaniser le sacré. Littéralement. Je ne dis pas rationaliser, attention, car, par exemple, l'insémination artificielle assistée, qui intervient en cas d'impasse physiologique ou sociale, ne fait que rationaliser le processus de fécondation. Pourquoi pas? Tant mieux que ça existe. En revanche, la mécanisation de la conception de la maternité, au nom des minorités concernées, dévalorise dans l'absolu le statut de parent. Or, le noyau d'une société, n'est-ce pas la famille? Si je ne m'abuse. Alors, dans le cas, navré, mais ce n'est pas une paire de seins loués par un couple homo-masculin pour allaiter le bébé qu'ils ont commandé comme on commande une couette aux 3 Suisses, non d'une pipe.
Secondo, l'aspect consumériste évoqué se double d'une approche à la fois curieusement laxiste et totalitaire. Oui, le laxisme peut être totalitaire du moment qu'il est imposé comme seule norme envisageable. Si je veux, je peux, je ne dois rien à la société, mais elle me doit tout. Du moment que je me permets de rappeler que toute relation sociale est régie par un code déontologique défini, on me reproche de porter atteinte à la République, à l'esprit démocratique qui en est l'essence, aux droits les plus élémentaires qui la cimentent. La théorie du genre sous-tend une politique anti-déontologique et en conséquence déconstructive. Le nihilisme verbal est dépassé, nous en sommes au stade d'un nihilisme en acte, un nihilisme effervescent, un nihilisme totalitaire. Certains psychiatres, M. Serge Éphèse en est l'exemplaire le plus typique, ont tendance à édulcorer ce qu'ils appellent le nouvel ordre sexuel, comme s'il pouvait y avoir un nouvel ou un ancien ordre, je ne sais quoi encore, dans ce que la nature a conçu comme étant par définition immuable. Il n'est pas question de répartition sociale des rôles, ce qui serait une chose, mais bel et bien de la sexualité pure et dure. Inutile de citer Simone de Beauvoir sans tenir compte du contexte historique et social qui l'avait poussé à écrire ceci. On ne naît pas femme, on le devient. Va-t-on rappeler que jusqu'en 1970, grosso modo, les Françaises étaient considérées comme étant d'éternelles mineures. Ça c'est vrai. Pourquoi s'étonner qu'une intellectuelle de l'acabit de Madame de Beauvoir, formée à une époque où les femmes n'avaient même pas le droit de voter, ait pu énoncer cette thèse aujourd'hui archaïque, bien sûr, qui a motivé l'écriture de son essai clé, Le deuxième sexe. À l'époque, c'était une nécessité, heureusement qu'il y avait Simone de Beauvoir, mais aujourd'hui, laissez-moi rire. Mais M. Éphèse joue sur les termes, les arrachant à leur véritable contexte. C'est ainsi, malignement, que l'on procédera dans les écoles, mais avec encore plus de franchise. Si papa porte une robe, et c'est là le titre d'un manuel pour gamins de CP, CE1, que sais-je, si donc papa porte une robe et que Jean a deux mamans, je crois que c'est le titre d'un ouvrage pour les CE1, CE2, alors, pour paraphraser Dostoïevski, tout est permis, résolument tout. Si on veut insérer un étrange cocktail de psycho et de sociaux dans les programmes de biologie, alors il n'est plus question d'enseigner à l'école des matières bien différenciées, mais d'y prêcher une idéologie, tout simplement. Je vous renvoie à ce titre au témoignage de Madame Isabelle Ami, qui est professeure d'SVT en France, témoignage que vous pouvez consulter sur YouTube en tapant Isabelle Ami, SVT, théorie du genre. La révision du genre s'inscrit en réalité dans une longue tradition de remodelage éthique ambiant. Rappelez-vous les débats encore tout récents sur l'euthanasie, car le principe, au fond, est exactement le même. On lègue le droit à l'individu de disposer de son corps comme bon lui semble, cela en vertu d'une liberté de conscience sans frontières, débridée. Or, cette liberté est une liberté acquise face à la mort, j'entends par là l'euthanasie, et face au dépérissement progressif du genre humain, parce qu'il faut appeler un chat un chat. Bon, le dépérissement progressif du genre humain, c'est la conséquence directe du caractère discutable, soi-disant discutable, de l'identité sexuelle. Alors, laissera-t-on l'éducation nationale enseigner à nos enfants cette espèce de nécro-humanisme? Moi, je veux bien que le changement ce soit pour maintenant, mais il y a quand même des limites. C'était Françoise Compoint pour La Voix de la Russie. Au revoir.